Bonjour tout le monde. Donc, je vais partager mon écran afin de commencer notre cours. Bonjour, donc on va commencer notre cours concernant le rayon X et l'image radiante. On va commencer par le plan. Donc premièrement, il s'agit d'une introduction. On va parler du rayonnement électromagnétique et caractéristiques d'un rayonnement électromagnétique photonique ionisant. Deuxièmement, on va parler de la production des rayons X. En troisième chapitre, on va parler de l'interprétation physique de spectre d'énergie. Quatrième chapitre concerne le rendement du type de Coolidge. Et enfin, on va parler de la formation de l'image radiante. Comme introduction, donc, le rayonnement X est un rayonnement électromagnétique ionisant. Dans la longueur d'onde lambda, elle est comprise entre 0,01 angstrom et 100 angstrom. Maintenant, c'est quoi un rayonnement électromagnétique? Donc, le mot électromagnétique, ça signifie qu'il s'agit bien de l'association de deux champs, un champ sinusoïdal électrique et un champ sinusoïdal magnétique. Les deux champs, ils sont perpendiculaires, donc il y a un angle droit entre les deux champs. Ils ont la même direction de propagation. Ils ont la même point de départ et la même vitesse. Et donc on dit que les deux ondes, elles sont en phase. Et puisqu'elles sont en phase, donc elles ont la même longueur d'onde lambda. Lambda, donc elle est représentée par la distance qui sépare les deux sommets. Et donc on parle de la longueur d'onde d'un rayonnement, lambda. Le mot ionisant, c'est-à-dire le pouvoir d'un rayonnement d'arracher un électron d'atome le moins lié au niveau donc du tableau de Mendeleïev. Donc l'électron le moins lié dans le tableau de Mendeleïev, c'est bien l'électron de l'atome d'hydrogène. Et donc chaque rayonnement qui a une énergie qui dépasse 13,6 électrovolts, il est considéré comme un rayonnement ionisant. Donc cette représentation, elle nous donne ce qu'on appelle l'aspect ondulatoire d'un rayonnement électromagnétique. On sait bien que la lumière, c'est un phénomène, en plus qu'il est continu, c'est un phénomène discontinu. Dans le quanta, c'est-à-dire la petite unité qui constitue le phénomène, c'est le photon. Et donc un rayonnement électromagnétique, à la fois, il est représenté par ce qu'on appelle l'aspect ondulatoire qui est devant nous, représenté par ce graphe. Il est représenté aussi par l'aspect ce qu'on appelle photonique, c'est-à-dire corpusculaire. Et l'association des deux, elle s'appelle ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Et donc, on représente l'aspect corpusculaire par l'énergie et l'aspect ondulatoire par h nu. Et on dit E est égal h nu, sachant que h est la constante de Planck. Donc h est égal 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Et donc, si on parle de déplacement d'un rayonnement, on va utiliser ce qu'on appelle la théorie ondulatoire.
pour la physique ondulatoire, c'est-à-dire la fréquence et la longueur d'onde. Mais quand on parle de l'interaction d'un rayonnement électromagnétique avec des électrons ou avec l'atome, le noyau d'atome, on va parler donc de l'aspect corpusculaire représenté par l'énergie. Deuxième chapitre concernant la production de rayons X. On va commencer tout d'abord de parler de l'interaction électron-électron, puis l'interaction électron-noyau, et enfin on va parler du tube de Coolidge, c'est-à-dire l'élément fondamental pour la production d'un rayon X. Premièrement, l'interaction électron-électron. Donc on l'appelle collision. Donc cette interaction entre électron et électron, elle est appelée collision. Donc on considère uniquement le cas d'un électron incident, donc négatif E1, donc il est représenté par ce point. Donc s'il s'agit d'un électron avec une énergie cinétique, on sait bien, on appelle ça un rayonnement bêta-. Donc comme on a dit, donc cet électron incident a une énergie cinétique qu'on appelle EC1. Il va entrer en collision avec un électron de l'atome cible, donc qu'on appelle E2. Donc il va constituer donc la cible. Il est supposé qu'il est au repos sur son orbite et son énergie de liaison sur cette orbite est égale sigma. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un contact physique entre les deux électrons, vu que les deux ont une charge négative. Donc il y a une certaine répulsion électrostatique. Elle est représentée par la force F et F'. Et donc, puisqu'il y a collision entre les deux électrons, toute collision signifie une perte d'énergie. Et s'il y a une perte d'énergie, c'est-à-dire qu'il y a un changement dans la trajectoire. Normalement, l'électron incident doit prendre le chemin tout droit, mais puisqu'il y a eu une collision, donc sa trajectoire a été déviée. Et même pour l'électron donc cible, on voit bien que la trajectoire a été déviée avec l'angle phi. Et là, c'est au niveau donc l'angle θ. Donc après chaque collision entre électron et électron, on constate qu'il y a une perte d'énergie avec changement de trajectoire pour l'électron incident et même pour l'électron cible. Donc comment ça se fait ce transfert d'énergie? Donc si l'énergie transférée par l'électron incident, elle est supérieure à l'énergie de liaison de l'électron cible, c'est-à-dire elle dépasse les 30 électrovolts. Celui-ci, c'est-à-dire l'électron de l'atome cible, est expulsé du cortège et il y a ionisation de l'atome, c'est-à-dire l'atome cible, elle a perdu un électron et puisqu'elle a perdu un électron, donc elle est dans un état ionisé. Donc les électrons atomiques concernés par ce phénomène sont les électrons qui sont fortement liés à la couche K. Maintenant, si l'énergie transférée par l'électron incident, elle est égale exactement à la différence entre les énergies de liaison de deux couches électroniques de l'atome cible, c'est-à-dire l'électron de cet atome. Donc, il va sauter sur une couche moins liée. Il y a ce qu'on appelle phénomène d'excitation. Et le retour à l'état stable va être associé avec libération d'un rayonnement X qu'on appelle le rayon de fluorescence. Donc, je répète, il y a interaction d'un électron incident avec une énergie cinétique qu'on appelle le rayonnement bêta-, avec un électron donc des couches donc de l'atome cible. Cette interaction, on l'appelle collision, et chaque collision est caractérisée par une perte d'énergie, que veut dire donc il y a une déviation de la trajectoire. Maintenant, qu'en est-il donc de l'état de l'électron cible? Si l'énergie transférée à cet électron, elle est supérieure à l'énergie de liaison, donc il va quitter l'orbital et l'atome va devenir sans électron et donc elle va devenir ionisée. On voit ce genre d'interaction pour les électrons qui sont de la couche profonde K. Par contre, s'il y a une interaction avec
une perte, une absorption d'énergie qui est égale à la différence d'énergie entre deux couches. Donc l'électron va sauter sur la couche la moins liée et donc l'atome va devenir excité et donc le retour à l'état normal va être associé à une libération donc d'un photon de rayon X qu'on appelle le photon de fluorescence. Maintenant, concernant l'interaction électron-incident avec le champ colombien d'un noyau. Donc, le noyau, il est chargé fortement positif, donc il a un champ colombien. L'électron, il est chargé négatif, donc on voit bien qu'il y a une force d'attraction entre les deux. Mais l'électron ne va pas entrer en contact direct avec le noyau, mais avec le champ colombien qui entoure le noyau. Et on va constater qu'il y a une déviation de la trajectoire. Donc l'électron ne va pas continuer dans la trajectoire tout droit, c'est-à-dire la trajectoire initiale, mais sa trajectoire va être déviée donc de façon très importante. Et puisqu'il y a déviation de la trajectoire, elle correspond à une perte d'énergie. Comment elle est perdue cette énergie? Cette énergie, elle est perdue sous forme d'un photon qu'on appelle le photon de freinage, c'est-à-dire le rayon X. Donc, l'électron incident est dévié dans le champ colombien de l'atome cible et ce changement de trajectoire s'accompagne de l'émission d'un rayonnement X appelé ce qu'on appelle le rayonnement de freinage. Ce phénomène ne concerne que les électrons de très forte énergie et qui de plus traversent un milieu constitué d'atomes lourds, c'est-à-dire un milieu dense. Donc, il faut bien savoir qu'il y a des conditions pour assister à une interaction d'un électron incident avec le noyau cible. Dans les deux conditions, il faut que l'électron incident doit avoir une énergie cinétique très importante. Deuxièmement, le noyau doit être lourd, c'est-à-dire son numéro atomique doit être très élevé. Donc, je répète, pour avoir une interaction d'un électron incident avec le noyau d'un atome cible, il faut réunir deux conditions. 1. L'électron incident doit avoir une énergie très importante. 2. Le noyau de l'atome cible doit avoir un Z, un numéro atomique très élevé. Maintenant, concernant le tube de Coolidge. Donc, il est basé sur le système de thermoélectrique. Donc, c'est une enceinte vide. On a d'un côté un filament donc, qui va être chauffé et qui est riche en électrons. Et de l'autre côté, donc, on a ce qu'on appelle l'anticathode. Donc, elle est formée donc, de matériaux qui sont très lourds. Et on va appliquer donc, une différence de potentiel entre donc, le filament émetteur et l'anticathode. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc appliquer une intensité électrique. Les électrons donc vont être chauffés et donc vont passer à un état d'agitation thermique. Et dès qu'il y a donc une différence de potentiel importante, donc ils vont quitter le côté donc filament et vont avoir une accélération sur cette différence de potentiel entre les filaments et l'anticathode. Et cette différence de potentiel va entraîner donc une accélération, donc une augmentation des vitesses. Qui dit augmentation des vitesses, donc une augmentation d'énergie cinétique de l'électron incident. Et comme on a dit au début, donc l'anticathode est formé donc de matériaux très lourds, donc Z élevé. Donc on va constater les deux phénomènes. Donc l'électron peut interagir avec des électrons de la couche d'atomes ou avec le noyau, le champ colombien des noyaux des atomes cibles. Donc, on a les deux probabilités donc, qui sont possibles. Donc, je répète, le tube de Coolidge, donc, il est géré par deux paramètres. On a l'intensité, qui dit intensité, c'est-à-dire la richesse du filament en électrons. Donc, il va augmenter le nombre d'électrons. Qui dit augmentation du nombre d'électrons, augmentation du nombre d'interactions. Les électrons vont quitter le filament et sur la différence de potentiel qui règne entre les deux bornes, donc on va avoir une accélération. Accélération de vitesse, c'est-à-dire il y a une augmentation d'énergie des électrons.
Donc les électrons vont avoir une énergie très importante et vont entrer en collision avec l'anticathode, donc où il y a donc des atomes qui sont très lourds, donc avec un Z très élevé. Et dans ce cas-là, on a toutes les conditions réunies donc pour avoir l'effet d'interaction électron-noyau et l'interaction bien sûr par collision électron-électron. Donc la tension accélératrice U, en général, elle est de l'ordre de 20 000 à 30 000 volts. Les électrons arrivent au niveau de l'anticathode avec une énergie de 20 à 30 kV. L'intensité du faisceau de rayons X, elle dépend seulement de l'émission électrique du filament, qu'elle est modulée par l'intensité électrique du courant de chauffage. Alors que la longueur d'onde lambda min, c'est-à-dire la limite, elle dépend de la tension accélératrice. Donc, comme on a dit, il y a deux paramètres techniques dans le tube de Coolidge. On a l'intensité électrique. Donc, elle va influencer directement l'intensité du faisceau de rayons X, c'est-à-dire le nombre de photons de rayons X. Par contre, la tension accélératrice, c'est-à-dire la différence de potentiel appliquée au niveau de deux bornes. Donc, elle va moduler ce qu'on appelle la longueur d'onde lambda min, c'est-à-dire la longueur d'onde de notre rayon X, c'est-à-dire la longueur d'onde minimale. Maintenant, concernant l'interprétation physique des spectres d'énergie. Premièrement, on va parler d'un spectre continu, puis on va parler des caractéristiques du spectre de l'anticathode, et on va voir ce qu'on appelle l'équation du spectre continu. Maintenant, concernant le spectre continu. Donc, le rayon X a un spectre continu. Ce spectre continu est expliqué par quoi? Il est expliqué par l'interaction des électrons avec le champ colombien des noyaux atomiques de l'anticathode. Donc, c'est-à-dire avec le rayonnement de freinage. Le rayonnement de freinage, il va donner un spectre continu parce que chaque électron va freiner à sa manière et donc les énergies libérées par ce phénomène de freinage par plusieurs électrons qui vont interagir avec plusieurs atomes va nous donner donc un spectre théorique qui va donc d'une énergie 0 vers une énergie maximale E0 et on voit bien qu'il s'agit bien d'un spectre avec une pente décroissante. Donc, ça c'est le spectre, ce qu'on appelle spectre théorique. Par contre, si on voit bien le spectre réel, on voit bien qu'il y a une absorption au niveau de l'anticathode, donc des photons d'énergie très basse. Donc, on va voir que des photons avec des énergies hautes. Et donc, ça, c'est concernant les énergies. Mais qu'en est-il de la longueur d'onde lambda, donc du rayon X fabriqué? Donc, on va voir que le lambda min, parce que c'est lambda qui est la plus nocive dans l'ensemble des rayons, donc fabriqués. Donc, on a lambda min est égal à la constante de Planck fois la sidérité, divisé par ce qu'on appelle l'énergie cinétique maximale. L'énergie cinétique maximale est égale donc à la valeur algébrique d'un électron fois donc la tension accélératrice ou la différence de potentiel appliquée au niveau du tube de Coolidge. Et donc, on voit bien que si on va représenter lambda au dépend de l'intensité relative des rayons X, on va obtenir plusieurs graphes avec plusieurs valeurs de lambda min selon la vitesse ou la tension accélératrice appliquée. Si on applique entre les deux bandes de 20 kV, on voit bien que lambda min, elle est donc supérieure par rapport à lambda appliqué ici à 50 kV. On sait bien, c'est-à-dire que les photons, ou le rayon X, plus que lambda, elle est petite, plus qu'il est nocif. Donc la nocivité donc des rayons X, elle dépend de lambda. Plus lambda devient petit, plus les rayons sont nocifs pour la santé. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a ce qu'on appelle les rayons X mous, donc aux alentours de 50 kV, alors qu'il y a des rayons X qui sont durs aux alentours de 100 kV. L'essentiel, ce qu'il faut comprendre, c'est que lambda min, elle représente la nocivité des rayons X,
Pour les rayons X, on a des mous et des durs. Pour les mous, donc ils ont un lambda qui est supérieur par rapport au dur. Et donc, à chaque fois qu'on change le kilovoltage, c'est-à-dire la tension accélératrice, on entraîne un changement considérable dans la longueur d'onde lambda min. Et on voit bien dans ce graphe, c'est à chaque fois qu'on augmente la tension accélératrice, on est en train donc de diminuer le lambda min, donc augmenter, c'est-à-dire la nocivité des rayons X. Maintenant qu'on étudie le spectre caractéristique de l'anticathode. Donc le spectre de l'anticathode, ce qu'on appelle un spectre en forme de raie. Donc c'est un spectre en forme de raie qui va superposer sur le spectre continu. Donc ce genre de spectre de rayon X en forme de raie, il est en relation avec la collision des électrons avec les électrons des couches profondes, entraînant donc ionisation et état excité. Le retour à l'état fondamental, elle est donc caractérisée par une transition électronique avec émission, bien sûr, d'un rayon X représentant donc la différence d'énergie entre les couches. Donc, on a un spectre de raie. Et dans ce cas-là, donc on a la loi de Moseley qui peut donner lambda. 1 sur lambda est égal à, c'est une constante physique qui dépend donc de la couche, et le Z au carré, c'est-à-dire le numéro atomique de l'atome cible. Donc, au total, pour le spectre d'un rayon X, il est représenté par deux spectres. On a un spectre continu qui est le résultat, donc, de quoi? Donc, un spectre continu qui est le résultat de l'interaction électron-atome, c'est-à-dire le rayonnement de freinage. Et on a des spectres de raie qui caractérisent donc l'anticathode, qui sont en rapport avec le phénomène d'excitation après interaction électron-électron. Donc, l'équation du spectre continu. Donc, si on applique une différence de potentiel inférieure à 100 kV, on a le flux énergétique sur l'énergie est égal à une constante fois l'intensité de rayon électrique donc appliquée sur le tube de Coolidge fois donc le Z du numéro atomique donc de l'anticathode fois E0, c'est-à-dire l'énergie maximale moins l'énergie déterminée, et donc l'énergie maximale est égale bien sûr donc la valeur absolue de l'électron fois donc la tension accélératrice. Donc remarque, on voit bien si on augmente l'intensité du courant électrique, donc on va augmenter le nombre de photons, donc l'intensité du rayon X. Par contre, si on augmente la tension du tube, donc on va augmenter bien sûr l'énergie maximale, et donc on va diminuer lambda min. Concernant le rendement du tube de Coolidge, le rendement du tube de Coolidge est égal donc au travail du rayon X divisé par le travail fourni pour fabriquer ce qu'on appelle les rayons X. Donc il est égal au total le flux de rayons X divisé par la tension accélératrice fois l'intensité. Donc un rendement est égal donc le travail du rayon X donc fabriqué divisé par un rapport sur le travail fourni pour fabriquer le rayon X, qui est égal donc le flux énergétique du rayon X fabriqué sur donc le produit intensité fois la tension accélératrice. Maintenant, si cette tension accélératrice est inférieure à 100 kV, le rendement peut être résumé à cette formule qui est égale constante fois le numéro atomique Z fois la tension accélératrice. On voit bien, c'est-à-dire si on veut augmenter notre rendement, il faut faire deux choses. Soit augmenter la tension accélératrice, dans ce cas-là, on va obtenir des rayons avec des énergies très élevées et une lambda min qui est très basse et sont donc très nocifs par rapport à la santé. Et donc, soit par un Z qui est très lourd. Et dans ce cas-là, donc on est limité techniquement pour avoir d'utiliser donc des matériaux avec un Z qui est très élevé. Et donc, puisqu'il y a un rendement avec une différence de travail, donc il faut savoir où
il y a la perte, va à cette perte d'énergie. Et donc, la différence entre l'énergie fournie et transformée et dissipée se forme de chaleur, ce qu'on appelle l'effet Joule dans l'anticathode. Donc, elle se manifeste bien sûr par l'élévation de température de l'anticathode. Donc, puisqu'il y a une différence entre le travail du rayon X et le travail fourni, donc il y a une perte d'énergie et cette perte d'énergie, on la voit, se forme d'augmentation de la chaleur de l'anticathode. Et donc cette différence de température, cette augmentation de température, elle est égale donc à la tension accélératrice fois l'intensité fois 1 moins le rendement divisé par la masse de l'anticathode fois 4,18 fois la chaleur spécifique de l'anticathode. Et donc, on voit bien que cette perte d'énergie, elle dépend de tous les éléments constituants du tube de Coolidge et des paramètres physiques influençant sur la fabrication de rayons X, c'est-à-dire la tension accélératrice, l'intensité, la masse de l'anticathode et la chaleur spécifique de l'anticathode. Maintenant, on a vu c'est quoi un rayonnement électromagnétique ionisant, comment on fabrique un rayon X, quel est le spectre d'énergie d'un rayon X, quelles sont les interactions qui sont à l'origine de la fabrication des rayons X et de l'obtention d'un spectre d'énergie. On a vu quel est le rendement d'un tube de Coolidge. Et maintenant, on va parler, c'est-à-dire de la formation d'images radio proprement dite. Dans ce chapitre-là, on va voir 5 sous-chapitres. On va commencer déjà par l'interaction rayonnement photonique ionisant avec la matière. Pourquoi? Parce que le photon, donc le rayon X, c'est un photon ionisant photonique. Plutôt, c'est un rayonnement photonique ionisant. Donc, il doit interagir avec le corps humain pour donner ce qu'on appelle l'image radiante qu'on va donc l'analyser. Donc, dans ce cas-là, pour analyser une image, il faut avoir un contraste de l'image radiante. On va voir l'origine du contraste dans l'image radiante. C'est quoi un produit de contraste du côté biophysique? Contraste de l'image lumineuse radiologique définitive. Donc, dans ce cas-là, on doit faire la différence entre image radiante et une image lumineuse. La perception des contours sur l'image lumineuse radiologique. Pourquoi parfois on voit bien les contours d'un organe ou d'une lésion, alors parfois on ne voit pas bien les contours. Et la qualité d'une radiographie standard. Premièrement, comme définition, on appelle image radiante la distribution de l'intensité dans la section droite du faisceau transmis et elle est invisible. Ça, c'est un point très important. Donc, on a le rayon X, la source de rayon X, donc à gauche. On a, par exemple, un organe ou un corps humain, donc, qui est placé devant cette source de rayon X. Donc, l'image radiante, c'est l'image qui est juste après le corps exploré. C'est-à-dire, c'est une image qui est invisible, qui est virtuelle, mais qui contient donc les différences d'énergie entre les points. Et donc, on doit savoir quel est le contraste dans cette image radiante. Et qu'est-ce qu'on fait nous? Nous, on va placer derrière cette image un autre dispositif qu'on appelle récepteur, qui peut être un écran ou un cliché, qui va nous donner, c'est-à-dire qu'il va développer cette image radiante en image lumineuse, donc qu'on peut donc l'interpréter par nos organes de sens. Donc l'image radiante qui est l'image primaire et qui donc reproduit fidèlement donc les interactions, elle n'est pas donc nos organes de sens et donc on est obligé d'utiliser un autre moyen de visualisation. Donc l'image là, elle établit ce qu'on appelle l'image donc la section droite du faisceau transmis juste après le corps humain et elle est invisible. Pour la voir, il faut utiliser d'autres dispositifs qu'on appelle récepteurs tels que le cliché radiologique. Et dans ce cas-là, on ne parle pas d'image radiante, mais on parle d'image lumineuse. Tout d'abord, il faut parler de l'interaction rayonnement photonique ionisant avec la matière.
Donc, lorsqu'un faisceau de rayons X ou gamma pénètre dans un milieu matériel, il subit un phénomène d'atténuation. Donc, on ne peut jamais arrêter complètement un rayonnement photonique. On peut que l'atténuer. Donc, un rayonnement photonique ionisé, on peut que l'atténuer, on ne peut jamais l'arrêter complètement. Et cette atténuation, elle est liée à des interactions élémentaires entre les photons incidents et les constituants du milieu matériel. Donc, le photon, donc c'est une particule qui n'a ni charge ni masse, mais qui a une énergie, E est égal à h nu. Donc, elle va interagir, bien sûr, avec les atomes de la matière traversée, c'est-à-dire ils vont interagir avec surtout des électrons et parfois même avec le noyau s'il y a dans des conditions bien particulières. Donc, l'absorption des photons X et gamma par la matière, elle se fait essentiellement par trois mécanismes distincts dont l'importance relative dépend. 1. La nature du matériau absorbant. 2. L'énergie du photon incident. Donc, on a deux paramètres qui vont gérer ces interactions. Je répète, premièrement, la nature du matériau absorbant, c'est-à-dire le Z du milieu, il est composé par quel type d'atome? Et deuxièmement, quelle est l'énergie du photon incident? Est-ce que son énergie elle est faible, moyenne ou forte? Et d'après ces deux paramètres principaux qui sont très importants et qui gèrent tous les phénomènes, on a trois mécanismes. On a l'effet photoélectrique, on a l'effet quantum, et troisièmement, on a l'effet de matérialisation au phénomène de création de paires. En radiologie, on n'a que les deux effets qui sont visualisés, c'est-à-dire qui sont constatés. On a l'effet photoélectrique et l'effet quantum. L'effet de matérialisation n'est pas constaté dans la construction d'images radiologiques. Donc, on a dit que les photons sont atténués. Donc, il y a un phénomène d'atténuation. Et donc, il y a une probabilité d'interaction. Donc, soit un faisceau incident de photons X ou gamma étroit, monochromatique, contenant donc N photons, comme on voit bien à la droite de l'image. Donc, ça, c'est le photon, c'est le faisceau incident composé de N photons, qui traverse bien sûr du matériau homogène d'épaisseur dx. Donc, son épaisseur, elle est dx. Il se produit quoi? dn à l'intérieur, dn interactions de divers types précédemment décrits. C'est-à-dire, il y a des interactions d'absorption totale par effet photoélectrique, on a des interactions par effet quantum avec rayonnement diffusé. Il y a donc des photons qui sont directement transmis sans aucune interaction. Et donc, on voit bien que le nombre d'interactions effectuées à l'intérieur de la cible, ce qu'on appelle le dn, il dépend bien sûr de l'épaisseur du matériau traversé, dx, et il dépend du nombre de photons, donc incidents, n, et il dépend aussi du mu. Donc, c'est quoi le mu? C'est les probabilités, qui représentent donc la probabilité d'interaction à l'intérieur donc de notre écran ou notre matériau. Donc, le coefficient de proportionnalité mu établit ce qu'on appelle le coefficient linéaire d'atténuation. Donc, c'est le coefficient linéaire d'atténuation. Il a pour dimension donc l'inverse d'une dimension et s'exprime en centimètres. Donc, sa valeur, c'est l'inverse de la dimension, c'est-à-dire centimètre moins 1, c'est son unité. Donc, le mu dépend du rayonnement incident et de la nature du matériau traversé, bien sûr. Et donc, si on voit bien la loi de l'atténuation, on trouve que l'atténuation d'un rayonnement quelconque traversant un matériau, donc elle est représentée par une loi exponentielle décroissante. Elle est donnée par la loi N, c'est le nombre de photons incidents, plutôt le nombre de photons transmis, qui est égal au nombre de photons N0, nombre de photons incidents, exponentielle, moins mu coefficient d'atténuation linéaire, fois donc l'épaisseur de l'écran. Donc, je répète, donc la loi d'atténuation, donc elle est représentée par une loi exponentielle décroissante.
d'où le nombre de photons transmis, donc qui traversent l'écran sans aucune interaction, est égal au nombre de photons initial, c'est-à-dire au début, fois exponentielle, moins le coefficient d'atténuation linéaire, fois donc l'épaisseur de l'écran. Donc, la probabilité d'interaction relative à chacun des processus élémentaires d'interaction. Donc, pour analyser la variation du coefficient d'atténuation linéaire mu, il est nécessaire de distinguer les coefficients d'atténuation linéaire relatifs à chacun des trois processus élémentaires fondamentaux décrits précédemment. Donc, le mu, en réalité, c'est l'ensemble des probabilités des trois phénomènes déjà décrits, c'est-à-dire l'effet photoélectrique, l'effet quantum et l'effet de matérialisation ou création de paires, et qui peuvent se produire individuellement ou simultanément. Donc, il faut étudier la probabilité d'interaction relative à chacun des trois effets. Et donc, on a mu qui est égal tau. Donc, mu est égal tau, qui est le coefficient d'atténuation linéaire pour l'effet photoélectrique. Sigma, qui est le coefficient d'atténuation linéaire pour l'effet quantum. Et on a P, c'est le coefficient d'atténuation linéaire pour l'effet de matérialisation. Et si on va diviser donc l'ensemble sur la masse volumique, on parle donc de coefficient d'atténuation massique, le coefficient d'atténuation massique par effet photoélectrique, le coefficient d'atténuation massique par effet quantum, et en dernier, c'est le coefficient d'atténuation massique par effet de matérialisation. Donc, en réalité, le mu, c'est le coefficient d'atténuation linéaire. Il ne s'agit qu'une probabilité, c'est un ensemble de probabilités. Donc, des trois phénomènes, l'effet photoélectrique représenté par son propre coefficient d'atténuation, c'est de tau, l'effet quantum représenté par son propre coefficient d'atténuation linéaire sigma, et on a l'effet de matérialisation représenté par son propre coefficient d'atténuation linéaire qui est P. Et donc, si on voit bien ce graphe qui va relier trois phénomènes, on voit que c'est pour les énergies faibles, donc on a le Z du milieu, et on a sur l'axe des abscisses, c'est les énergies des photons incidents. C'est pour des énergies faibles, on a l'effet photoélectrique qui prédomine. Et donc, le coefficient d'atténuation linéaire par effet photoélectrique est égal à une constante Z puissance 3, pas fois 3, mais puissance 3, divisé par H nu puissance 3. Donc, on constate bien, si le Z du milieu augmente, l'effet photoélectrique prédomine. Si l'énergie, plutôt si le Z augmente, donc l'effet photoélectrique, donc il va prédominer, donc augmente. Et si le H nu, l'énergie du photon augmente, donc l'effet photoélectrique diminue. Maintenant, l'effet quantum, deuxième effet, c'est l'effet quantum, donc il intéresse donc les énergies intermédiaires. Il évolue de façon inverse par rapport à l'énergie. Donc, il dépend que de l'énergie du photon incident et il est inversement proportionnel à l'énergie du photon incident. Donc, à chaque fois que l'énergie augmente, à chaque fois qu'on sort de l'effet quantum vers l'effet de création de paires ou de matérialisation, donc c'est un phénomène qu'on ne va pas le développer parce que donc il n'est pas visualisé ou n'est pas considéré dans la formation de l'image radiante. Maintenant, qu'en est-il du contraste de l'image radiante? Donc, on a parlé donc de phénomène d'interaction du photon avec le corps humain. Donc, on a compris qu'il y a une atténuation du nombre de photons. Donc, il y a une partie des photons de rayons X qui vont être absorbés à l'intérieur du corps humain. Il y a une partie qui sort sans aucune interaction et il y a une partie qui va diffuser dû à l'effet quantum. Et de ce fait-là, donc, on va voir ce qu'on appelle les rayons qui vont fabriquer l'image radiante. Ce sont les photons donc, qui ont été transmis sans aucune interaction. Donc, on appelle contraste entre deux ondes de l'image radiante d'intensité respective E1 et E2, le rapport, donc contraste radiologique E1 moins E2 en valeur absolue divisé par l'ensemble E1 plus E2.
C'est quoi E1 et E2? Donc, on a donc le corps humain, par exemple, avec une masse ou un organe qu'on doit l'explorer dans l'ensemble donc du corps humain. On a premièrement le rayon X, donc avec l'intensité T0, ce qu'on appelle l'intensité incidente. Et donc, si cette intensité traverse d'un milieu qui présente donc le phénomène, le coefficient d'atténuation nucellement, donc on obtient I1 comme intensité transmise. Donc, dans le côté où il y a donc l'organe avec un coefficient d'atténuation qui est différent par rapport à l'ensemble, et donc on appelle coefficient d'atténuation mu, donc on a une deuxième intensité, donc à travers le corps humain. Donc on voit bien que le corps humain ou la partie donc extérieure, elle a une épaisseur Y, et la partie à explorer à l'intérieur, elle a donc une épaisseur de X. Et donc on voit bien que le contraste de l'image radiologique est égal à l'intensité 1 transmise moins l'intensité de transmise traversant donc l'organe ou la lésion à explorer sur l'ensemble des intensités transmises est égal aussi 1/2 le coefficient d'atténuation de l'organe ou de la masse ou du tissu exploré moins donc le coefficient d'atténuation des tissus ou des organes qui entourent cette lésion fois donc l'épaisseur de cette lésion. Et donc, pour produire un fort contraste, pour bien visualiser cette lésion qui a un coefficient d'atténuation mu et épaisseur X, il faut soit augmenter la différence de coefficient d'atténuation entre les deux, c'est-à-dire entre le milieu extérieur et la lésion elle-même, soit augmenter l'épaisseur de la lésion dans l'axe du vaisseau qui soit important. Il faut juste noter que le contraste de l'image radiante, il est indépendant de Y. Donc, il est indépendant donc, de l'épaisseur Y. Par contre, dans la réalité, on a ce qu'on appelle le rayonnement diffusé qui est dû donc à l'effet Canton. Donc, ce rayonnement diffusé, il croît par ailleurs avec l'épaisseur Y traversée, entraînant donc une diminution du contraste. Et donc, le contraste total radiologique de l'image radiante, en prenant en compte le rayonnement diffusé, est égal donc à la différence donc de l'intensité transmise sur l'ensemble des intensités transmises plus 2 fois l'énergie donc aux intensités diffusées. Donc on voit bien que l'intensité diffusée donc elle va jouer un rôle important dans la qualité de l'image, et s'il y a une légère augmentation donc de rayonnement diffusé, on va voir donc une diminution donc importante ou déterminante dans le contraste de l'image radiante. Donc, le contraste diminue, c'est l'épaisseur des tissus que les rayons doivent traverser avant et après la structure étudiée augmente. Maintenant, l'origine du contraste dans l'image radiante. Les interactions de type photoélectrique prédominent dans les rayons X de basse énergie, c'est-à-dire dont l'énergie varie entre 25 et 50 kV. Par contre, les interactions de type Canton prédominent dans les rayons X de haute énergie, c'est-à-dire l'énergie entre 110 et 130 kV. Donc, pour les rayons, c'est-à-dire mou de basse énergie, on a l'effet photoélectrique qui prédomine. Par contre, pour les rayons où il y a, donc on va utiliser des rayons durs avec un kV qui est élevé, on a l'effet Canton qui va être qui prédomine avec ce qu'on appelle présence de diffusé. Donc la probabilité de l'effet photoélectrique est d'autant plus grande que les tissus sont composés d'atomes ayant un Z élevé. Alors, ça a été donc vu déjà dans la plaque. On a parlé des 3 effets avec leur coefficient d'atténuation linéaire.
Pour les rayons X durs, on va l'utiliser parce qu'ils sont très pénétrants dans la radiographie de l'os. Par contre, pour les rayons X mous, entre 25 et 50 kV, on va utiliser pour explorer ce qu'on appelle les tissus mous. Et l'intensité reçue pour le récepteur est diminuée, ce qui nécessite un temps de pause plus important, donc une augmentation de la dose absorbée. Comme exemple, on a la radiographie du thorax. Si on veut faire donc un téléthorax avec radiographie du poumon, on va utiliser ce qu'on appelle le rayon X mou, c'est-à-dire on va explorer les parties mou, c'est-à-dire le poumon, le cœur, etc. Mais si on veut voir ce qu'on appelle les côtes, s'il y a un traumatisme ou là une probabilité donc d'avoir une fracture de côte, là on va demander donc ce qu'on appelle le grille costale, qui est différent au téléthorax. Dans le grille costale, on va utiliser ce qu'on appelle les rayons X durs entre 100 et 130 kV qui sont très pénétrants pour bien visualiser l'os. Maintenant, comment on va voir ça sur le paramètre du coefficient d'atténuation? Donc, on a ce graphe qui va représenter donc les kV utilisés comme tension accélératrice dans le tube de Coolidge, les variations de kV et les variations donc du coefficient d'atténuation. Donc, en bas, on a l'évolution du graphe de poumon. Juste en haut, on a l'évolution du graphe de la graisse. Puis, on a le muscle. Et enfin, on a l'os. Et on voit bien que l'os, il a un coefficient d'atténuation qui est très important par rapport aux autres constituants du thorax. Si vous voyez bien, au début des graphes, c'est-à-dire pour des énergies faibles, pour les rayons X, c'est-à-dire pour des voltages qui est très bas, il n'y a pas une différence significative. C'est-à-dire là, on ne va pas obtenir un bon contraste de l'image radiante. On a dit pour obtenir le bon contraste dans l'image radiante, il faut que le coefficient d'atténuation des différents éléments constituant donc le corps humain doivent être donc augmentés. Et donc on va voir chercher dans cette graphe, c'est-à-dire l'espacement entre les courbes adéquats pour faire l'imagerie. On voit bien, si on va utiliser 150 keV, on a une différence très importante entre l'os et le poumon et la graisse. Ce qui fait on va augmenter le contraste de l'image radiante en faveur de l'os. Maintenant, si on va utiliser donc des kilovoltages aux alentours de ces 70 par exemple, 70 ici, donc on voit bien qu'on va avoir un contraste entre le poumon et la graisse, et même avec du muscle. Donc, dans ce cas-là, donc on peut donc faire une imagerie avec un bon contraste des parties molles. Alors, si on augmente envers 150, on voit bien qu'on ne peut pas faire la différence entre un muscle et la graisse. Donc là, c'est très étroit entre les deux. Et donc, on va utiliser les 150 keV pour faire l'image entre l'os et le poumon, ce qu'on appelle le grille costal. Donc, on va voir plus l'os que les autres. Et on va mettre donc du rayon mou 70 pour mettre donc une différence, c'est-à-dire un contraste donc de l'image radiante entre le muscle, la graisse et le poumon. Maintenant, on utilise parfois ce qu'on appelle les produits de contraste à base de iode. Et dans ce cas-là, dans ce graphe-là, on voit bien que les produits de contraste ont un coefficient d'atténuation très important par rapport à l'os et par rapport aux parties molles plutôt, ou les constituants mous, c'est-à-dire riches en eau. Donc, les produits de contraste, ils sont des positifs, ce sont très atténuants, tels que le barium, le sel d'iode, et ils sont des négatifs, ce sont peu atténuants, comme l'air, le CO2 ou l'azote. Donc, maintenant, concernant le contraste de l'image lumineuse radiologique définitive, c'est-à-dire le contraste sur l'image du cliché ou sur l'image qu'on observe sur l'écran. Le contraste visuel, ce qu'on appelle le contraste visuel, entre deux zones de luminance B1 et B2 est donné par l'équation analogue, donc à l'équation de contraste radiologique, donc elle est égale donc à la luminance B1 moins la luminance B2 sur l'ensemble des luminances observées.
Maintenant, comment on va percevoir les contours de l'image lumineuse radiologique? Donc, elle n'est possible que s'il existe donc un contraste suffisant avec les zones qui entourent cette structure. C'est entre deux points distants de delta X. La luminance, donc, elle passe de B1 à B2. Donc, un contour sera perçu si la quantité FL dépasse certains seuils qui est égal, donc le contraste lumineux sur delta X. Et donc, pour chaque examen, on a ce qu'on appelle un FL seuil, donc on doit dépasser pour voir donc les contours d'une image. Maintenant, la qualité d'une radiographie standard, elle dépend d'un certain nombre donc d'éléments. Et donc, un certain nombre de causes limitent la résolution des images radiologiques, c'est-à-dire la distinction c'est-à-dire résolution, c'est qu'on appelle, surtout on cherche la résolution spatiale, c'est-à-dire de distinguer deux points comme deux images, deux points images. Si la résolution elle est mauvaise, on va avoir un seul point image pour deux points qui sont séparés en réalité. Donc, cette résolution, elle est environ 0,5 mm. C'est-à-dire, si on dépasse, si la lésion elle est supérieure à 0,5 mm, on peut la voir comme deux points. S'il y a deux points dont la distance elle est supérieure à 0,5 mm, on peut bien voir cette distance, c'est-à-dire deux points. Si c'est d'entre les deux points, il y a moins de 0,5 mm, on ne va pas voir deux points distincts, mais on va voir un seul point. Et atteignons la netteté des images de bord. Donc, je répète concernant la résolution spatiale, c'est le pouvoir de séparer, donc à partir de l'image radiologique, donc deux points distincts. C'est-à-dire, chaque imagerie a son résolution spatiale. Par exemple, pour la radiographie standard, elle est de 0,5 mm, c'est-à-dire c'est entre deux points bien distincts. Il y a une distance inférieure à 0,5 mm, on va pas voir deux points, mais on va voir un seul point. C'est-à-dire, on ne fait pas la différence entre deux points si cette distance elle est inférieure à cette distance limite. Premièrement, on a ce qu'on appelle les flux géométriques, qui est dû donc au foyer du générateur de rayons X qui n'est pas ponctuel. Donc, il va donner ce qu'on appelle zone de pénombre. Donc, puisque le foyer n'est pas ponctuel, donc chaque point, chaque limite de ce foyer va se comporter comme une source ponctuelle indépendante. Et de ce fait, donc on a la formation de ce qu'on appelle le pénombre, donc augmenté du flux géométrique. C'est-à-dire la diminution de voir la netteté des bords. Maintenant, on a les mouvements du patient ou ses organes. Ça va entraîner ce qu'on appelle le flou statique. Et on a des rayonnements diffusés, bien sûr qu'on ne peut pas totalement éliminer. Ils vont donc dégrader ce qu'on appelle l'image radiante ou l'image lumineuse. Merci pour votre attention.